Une émission qu'on a préparée avec nos confrères de Ouest France. Si vous avez des questions, eh bien vous n'hésitez pas à nous appeler. Auparavant, Sam Cohen, on va essayer de répondre à quelques idées reçues. On aime bien le faire dans cette émission. Vous nous répondez par vrai ou faux et vous nous expliquez pourquoi. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il faut dormir sur un matelas dur quand on a mal au dos ? Faux. Ah bon ? Faux, je vais vous dire pourquoi. D'abord, il faut savoir que le sommeil, c'est capital. Il faut choisir son bon matelas parce que un homme peut vivre 40 jours sans manger, mais il ne peut pas vivre plus de 11 jours sans dormir. Donc, vous voyez l'importance du choix du matelas. Il faut un matelas ferme parce que il faut que le matelas épouse les courbures de la colonne vertébrale, que les points d'appui au niveau des épaules et du bassin soient respectés. Il faut que le matelas puisse amortir les mouvements de la colonne vertébrale. Mais donc, il ne doit pas être super dur. Il ne doit pas être super dur parce que si vous réveillez le matin sur un matelas dur, vous allez avoir des courbatures, vous allez avoir douloureux et puis ça va être néfaste. Ah oui, donc il faut qu'il soit vous dites dur ferme moyen. quand même. Il faut Ouais, ferme, c'est dur. Pour ferme moi, mais pas dur. Non, ferme n'est pas dur. Il faut qu'il y ait un rebond. Voilà, faut qu'il y ait un rebond. Mais non, matelas, on parle matelas. Bon, allez. Autre vrai faux. Autre vrai faux. En cas de mal de dos, il faut toujours dormir sur le dos. Vrai ou faux ? Faux. Pourquoi ? Parce que la position la plus utilisée, c'est la position sur le côté, c'est la position fétale. Pourquoi ? Parce que c'est la position de stretch, d'étirement du système nerveux. C'est exactement comme dans un hamac. Ah oui. On est bien dans un hamac. Pourquoi ? Parce que le système nerveux, la moelle épinière est étirée. Donc on est relâché. Donc il faut dormir plutôt en position fétale ? Donc il faut dormir plutôt en position fétale. Ouais. Maintenant, il faut la choisir. Moi, je fais partie de ceux qui, en 1980, étaient contre la position du bébé sur le ventre. On s'est rendu compte 20 ans plus tard que c'était la première cause de la mort subite du nourrisson. Parce que le bébé fait des pauses respiratoires et lorsqu'il est sur le ventre, le diaphragme n'a pas les mêmes capacités de ventiler que lorsqu'il est sur le côté ou sur le dos. Donc vous voyez, il faut choisir sa position. Quand on est bien dans une certaine position, pourquoi la changer ? Mais le plus fréquemment, les gens dorment sur le côté. Dans les idées reçues aussi, souvent on voit des gens, des amis à nous qui ont mal au dos et qui nous disent fais-moi craquer. Vous savez, on entend ce truc, fais-moi craquer, ça va me faire du bien. Alors, vaut mieux les garder comme amis parce que ça, c'est un geste médical et c'est pas parce que l'articulation craque qu'elle a été repositionnée. Mais ça fait du bien de faire craquer. Il y a des gens qui font craquer leurs doigts aussi, par exemple, sans arrêt. Vous devez faire craquer souvent, vous, alors. Non, pourquoi ? En tout cas, ça n'abîme pas les articulations. Ça n'abîme pas. Non, il y a une belle étude qui a montré justement le mécanisme, et c'est un système de bulles d'air en fait qui se crée dans l'articulation et qui fait ce craquement. Et il n'y a pas de conséquences particulières à long terme. On a un peu peur que ça fasse mal, ça abîme l'articulation. Non. Elisabeth Assayek, vous avez une question vous ? Oui, moi je m'adresse c'est du vécu. Oui, je m'adresse à l'ostéopathe que vous êtes, Sam Cohen. Oui, j'ai des amis qui, lorsqu'ils ont mal au dos, vont voir un ostéopathe qui font des techniques. Ils sont pas sur le dos, mais ce sont des techniques invasives. Ils mettent carrément un doigt dans l'anus et ils disent que ça va beaucoup mieux. Après, ça, je ne pensais pas que vous alliez oser. Non, mais des ostéopathes qui font des techniques invasives. Mais ils mettent un doigt dans l'anus pour soigner quoi ? Le dos. Non, je vous assure, j'ai plusieurs personnes autour de moi, j'ai même lu ça sur des forums internet, ça existe. Non, pour une luxation de coccyx, je veux bien l'admettre, mais sinon, je pense que c'est plutôt d'ordre psychanalytique qu'autre chose. Non, je vous assure que non. Non, mais qu'il le fasse, il dit pas non, il vous dit juste qu'a priori, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Chez des ostéopathes, donc c'est légal, vous confirmez que c'est possible, ça existe. C'est possible de le faire. C'est une minorité, c'est possible, tout est possible, mais je vois pas l'indication. D'accord. Mais vous dites c'est pour soigner aussi, vous nous disiez hors antenne, c'est pour soigner des douleurs au cou par exemple. Au cervical. Au cervical. Ouais, ça arrive. Ouais, oui. Au cervical. Les lombaires. Les lombaires. Ah oui, les pas les lombaires. cervicales. Ah oui, parce que c'est un peu autrement. Mais anatomiquement, on peut comprendre qu'au niveau des lombaires ou de l'articulation sacro-coccygène, ça puisse permettre de repositionner. Après, moi, je suis pas ostéopathe, mais je pense que c'est important de dire, est-ce que c'est une technique qui est une technique ostéopathique mais c'est légal ou autre c'est chose ? un truc un peu... Écoutez, c'est le flou total là. Normalement, c'est plus légal aujourd'hui. On n'a plus le droit de faire de toucher rectal en tant qu'ostéopathe. D'accord. Parce que c'est un geste médical. C'est un geste médical, pur, absolument. Et il y a une indication, il y a un diagnostic à faire. En cas de luxation de coccyx, je veux bien, mais chez la femme qui vient d'accoucher, où il y a une subluxation, une luxation du coccyx, c'est une indication. Mais aller corriger les cervicales en passant par le coccyx, ça fait un peu barbecue quand même. Ça fait. Voilà. On passe à autre chose ? On passe au docteur Kierzek, qui va nous parler du rôle de la colonne vertébrale. C'est quoi ?
On l'a dit depuis le début de l'émission, c'est une charpente osseuse, donc c'est fondamental parce que c'est vraiment un peu l'axe principal du corps, notamment chez les mammifères. Donc il y a des os, on l'a dit, il y a 33 vertèbres, ça dépend si on compte justement l'articulation sacro-coccygène ou pas. Il y a 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires. Ça va de haut en bas, ça permet en haut de supporter la tête. C'est lourd une tête, 6 à 7 kilos chez un adulte. Et quand je disais les textos, on voit le poids de cette tête justement et de cette articulation, notamment de la charnière cervicale qui est extrêmement importante et avec des douleurs qui peuvent apparaître d'en haut jusqu'en bas. Et quel est le rôle de cette colonne vertébrale ? C'est de porter le corps, bien sûr, mais derrière, il y a un canal qui se forme et il y a quelque chose de fondamental qui est la moelle épinière à l'intérieur. Et c'est à partir de cette moelle épinière que partent tous les nerfs et donc toutes les commandes neurologiques, musculaires, tous les muscles, le fait de bouger, tout ça part de la colonne vertébrale et de cette moelle épinière. Ça explique pourquoi, en termes de traumatisme, quand on a un traumatisme sur la colonne vertébrale, eh bien, il y a un risque de paralysie, parce que si vous avez un traumatisme, soit un tassement trop important, soit même une hernie ou alors un traumatisme plus violent lors d'un accident de la circulation par exemple, et que vous n'avez plus cette charpente osseuse, eh bien vous risquez d'avoir une compression neurologique à quelque niveau que ce soit. Et si la compression neurologique elle est en bas, vous risquez d'avoir une paralysie des membres inférieurs. Si c'est un peu plus haut, ça va être les muscles respiratoires, et si c'est carrément au niveau cervical, c'est la fameuse tétraplégie qui est dramatique, et c'est ce qu'on peut voir dans des accidents de voiture par exemple. Si on descend la colonne vertébrale de haut en bas, elle est composée de quoi ? 7 vertèbres cervicales en haut, avec 2 vertèbres, les 2 premières qui sont très particulières, l'atlas et l'axis, qui ont une forme un peu particulière et qui sont, dans le cadre du cou du lapin ou des entorses cervicales, ce sont ces articulations-là et ces vertèbres-là qui sont touchées. Ensuite, on a 12 vertèbres thoraciques, c'est au niveau du thorax, qui vont fermer l'organisme. Il y a la cage thoracique devant les poumons, et derrière, il y a la protection par cette colonne thoracique, et puis les 5 vertèbres lombaires, donc de L1 jusqu'à L5. C'est pour ça, quand vous avez une sciatique, Jean-Marc, vous savez, une douleur qui part du bas du dos et qui descend le long de la fesse et le long de la cuisse jusqu'à l'arrière du pied, on dit souvent c'est une hernie discale qui peut donner ça. En tout cas, c'est une sciatique, c'est une compression du nerf qui part de la colonne vertébrale, qui part de la moelle épinière, qui est coincée peut-être par le disque intervertébral, qui va venir appuyer, et on dit souvent c'est une sciatique L4, L5, c'est-à-dire entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire. Et ça se débloque comment ? Par des massages ? Alors, ça peut se débloquer. Chez Elisabeth Assayag, on a compris, ça se fait autrement, mais... Non. Il faut trouver la cause, bien sûr, s'il y a une hernie ou pas, et très souvent il y a un traitement symptomatique de la partie aiguë, c'est-à-dire qu'il faut des anti-inflammatoires. Pas de repos dans les idées reçues. On pourrait dire aussi, quand on a une sciatique ou un lumbago, avant on disait faut rester au repos strict au lit, maintenant ce n'est plus dans les recommandations, au contraire, parce qu'il faut maintenir la capacité musculaire pour pouvoir compenser.